dans les systèmes critiques. Alors, je vais être très bref. Déjà, je voudrais juste remercier Claire infiniment pour avoir organisé cet afterwork et tous les participants qui vont intervenir. Je vais être très très bref juste pour vous donner quelques éléments de contexte. Donc moi, je m'occupe du programme intégratif sur l'IA certifiable. La chaire de Claire fait partie de ce programme intégratif. Donc pour vous donner un tout petit peu le contexte de ce programme-là, son objectif, c'est comme son nom l'indique, de proposer des solutions pour une meilleure certification des systèmes qui embarqueraient au conditionnel du machine learning. Il y a un certain nombre d'activités de recherche, technologiques qui sont faites, des programmes DIG, évidemment, qui est un programme emblématique aussi de ce programme-là. Un certain nombre de technologies qui sont développées, des s'appuient sur des questions typiquement d'optimisation, Bonjour. D'explicabilité, d'hybridation avec des modèles physiques. Voilà, tout un tas de thématiques qui font que on s'intéresse à comment de sorte à la fin avoir un tampon de certification. Essentiel, hein, ça va être montré pendant tout cet afterwork-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini notre réseau est prêt à fonctionnellement, il a l'air d'avoir les bonnes performances, les bonnes garanties. Il y a toute cette question de comment est-ce qu'on fait pour garantir sa mise en place, son implémentation à bord du système. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, j'ai rapidement laissé la main à Claire. Juste une petite précision, donc le webinaire est enregistré, a priori. Sauf si quelqu'un s'y oppose, auquel cas, envoyez un petit message et on arrêtera l'enregistrement instantanément. Moi, je laisse la place à Claire. Je reviendrai animer un petit peu les questions en fin de session. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Oui, pour l'introduction. Donc, bonsoir à tous. Voilà. Donc, on va parler de embarquabilité pour des systèmes safety critical, donc temps réel critique. En français, on va essayer de faire du vrai français. Et puis, on met ça, mais quand on l'enlève, ça part. Ça va bien. Alors, comme Grégory l'a dit, hein, la partie embarquabilité est une petite partie de toute la problématique du développement et de la certification de systèmes critiques, donc de systèmes qui intègrent des briques ML. Et donc, dans son ensemble, ça part du système en passant par la partie vraiment pure ML, donc ML en parlant de la gestion des datasets, l'apprentissage des modèles, choix des modèles, etc., allocation, jusqu'à l'implémentation et puis les activités de vie. Donc, dans Anity, il y a de nombreux travaux qui couvrent plusieurs parties. Et nous, ce soir, on s'intéresse à la partie embarquabilité. Le schéma que j'ai mis en bas, c'est le travail qui est en cours de certification dans le cadre aéronautique du groupe Eurocae et SAE. Et donc, c'est un peu le process envisagé dans ce groupe. Alors maintenant, concentrons-nous sur la partie vraiment embarquée et implémentation. Donc, les domaines applicatifs de la chaire, c'est plutôt aéronautique, mais un peu aussi automobile. Et donc, d'un point de vue implémentation, si on oublie la partie ML, qu'est-ce qui se fait jusqu'à présent? Donc, le début de l'implémentation, c'est la fin du design. Donc là, tout est figé. Et on va commencer l'implémentation. Ça commence par une spécification détaillée dans un langage de spécification du système à implémenter. Ce langage, en général, n'est pas ambigu, on essaye. On peut même aller jusqu'à des langages formels type SCAD. Il y a aussi le choix de la plateforme sur laquelle on va porter et implémenter le code. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur des architectures multicœurs hétérogènes. Hétérogènes parce qu'on peut avoir plusieurs technologies de cœur, ARM ou DSP, par exemple, dans cet exemple. Et puis après, il y a vraiment le processus d'implémentation qui va passer par une étape de codage de la spécification, donc peut-être manuellement, ou si c'est du SCAD, on peut même avoir des générateurs de code. Et après, la compilation de ce code, l'intégration sur la cible et l'exécution. Et
la partie intégration va aussi prendre en compte le système d'exploitation temps réel qui est sur la cible. Donc, ça peut être même quelque chose de très simple comme du bare metal. Donc, on est dans un cadre de certification parce qu'on est dans des systèmes critiques. Donc, il y a un certain nombre de standards aujourd'hui. Dans l'automobile, c'est l'ISO 26262. Aéronautique, pour la partie logicielle, c'est la DO 178C. Et donc, ces différents standards vont imposer des processus de développement un peu contraints, notamment avec une partie safety très importante. Et on va s'intéresser à 3 exigences de la partie implémentation. Donc, la correction fonctionnelle, c'est-à-dire que quand on va exécuter notre code sur notre cible, on veut que ce qu'on observe corresponde exactement à la spécification initiale. Deuxième type de contrainte, c'est les contraintes temporelles. Donc, on veut être capable de calculer les pires temps d'exécution d'une application qui est portée sur la cible et de s'assurer que ce pire temps d'exécution est plus petit que les échéances qui ont été imposées. Et le troisième type, dans la partie safety, il y a plein de contraintes, mais celle ici qui nous intéresse, c'est les défaillances matérielles. Donc, on doit connaître les différents types de défaillances matérielles des hardware et comprendre les propagations de ces erreurs au niveau de la fonction et comprendre les impacts fonctionnels et surtout empêcher des situations critiques d'entraîner des défaillances complètement du système. En général, pour un système critique, une défaillance unique matérielle ne doit pas amener à une situation catastrophique. Donc voilà, ça c'est vraiment schématiquement ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, la chaire certif, il y a une partie des travaux qui concerne cette partie embarquabilité, de réfléchir à, maintenant je prends un système où il y a des briques ML, comment je vais pouvoir implémenter et embarquer ce code sur des cibles. Donc, ce n'est pas toute la chaire, c'est vraiment une partie quand même non négligeable. Donc, c'est vraiment processus d'implémentation, méthode, outils, vérification, validation, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ici, j'ai listé les contributeurs. Donc, en plus, vous allez les voir parce qu'ils vont faire des présentations. Donc, il y a Irina et Iban qui sont les 2 thèses Anity de la chaire. Dans les co-chairs, il y a Kevin et Thomas qui sont là, qui travaillent aussi sur la partie embarquabilité, donc ils ne feront pas de présentation. Quoique Thomas, jeudi prochain, dans GDRSOC, en fera une. Et puis les partenaires industriels, donc il y a Adrien Airbus, Franck et puis Andrés NXP et Mohamed qui travaille à ACS. Alors, Mohamed, plus à la marge, côté embarquabilité. Et on a des interactions avec des nombreux projets. Moi, j'ai mis les interactions plus de la chaire, mais chacun a ses interactions. Donc, une contribution sur la partie implémentation du Working Group 114. On travaille aussi avec le projet Archeox, qui est à l'IRT Saint-Exupéry, et puis des projets des GAC comme Philac 2, Adagio et autres. Alors maintenant, essayons de mapper le processus que je vous ai montré d'implémentation pour un système avec une brique ML. Alors, premier point, c'est que si je prends un multicœur hétérogène comme j'avais avant, probablement, ça ne va pas être adapté parce qu'il n'y aura pas assez de puissance de calcul. Donc, il faut s'intéresser à des nouvelles cibles embarquées. On appelle à l'ONERA hybride. Hybride dans le sens où il y a des multicœurs et puis des accélérateurs. Donc, les accélérateurs, c'est ce qu'on voit en noir ici. Pas très bien. Donc, par exemple, GPU, FPGA, ASIC, type accélérateur deep learning. Donc, voilà, on va avoir des machines un peu différentes, plus grosses, plus compliquées, pour exécuter des applications type HPC performance. Donc, on se retrouve avec ces différents types d'architectures qui vont venir avec différents systèmes d'exploitation et des runtimes. Donc, en général, sur la GPU, il y a une runtime. Sur la partie FPGA, il va y avoir toute la partie synthèse. Les langages de programmation aussi, bon, je n'avais pas dit sur la partie code, mais jusque-là, on faisait plutôt du C, de l'ADA, de l'assembleur. Bon, maintenant, il va peut-être falloir vivre avec d'autres types de langages ou d'API, ça dépend comment vous considérez ce que c'est. Donc, de l'OpenCL, par exemple, ça, on n'a pas du tout l'habitude, dans la partie, en tout cas, automobile, je pense pas non plus. Ouais, ça commence à venir, vous êtes en avance, nous sommes en retard, on peut dire ça. C++, VHDL. Pour la partie ASIC, il y aura une API dédiée. Et puis, quand on va vouloir s'intéresser aux aspects temporels et aux problèmes d'interférence, ici, on va avoir des interférences de plus en plus compliquées à comprendre.
Et puis, on a toujours un problème d'accès à la documentation bas niveau pour comprendre ce qui se passe. Donc, on n'a même pas commencé mon processus. Je vous ai juste dit, on a des nouvelles architectures et déjà, ça, c'est un problème. Alors, il y a des travaux dans la chaire. Sur la partie temporelle, pour analyser ce genre d'architecture hybride dont on ne parlera pas ce soir. Sur la partie compréhension bas niveau, de comprendre ce qui se passe. Et puis, Thomas Karl et puis son équipe travaillent sur une extension d'Ottawa. Donc, Ottawa, c'est un outil d'analyse de code statique pour des GPU NVIDIA. Et on en parlera mardi prochain. Il y a des travaux aussi pour essayer de comprendre quels sont les runtime engines qui sont incorporés, quels sont les outils qui viennent avec de mapping et de scheduling. Sur la partie safety assessment, qui était de comprendre, d'identifier les défaillances matérielles et leurs impacts, on aura une. Alors, essayons maintenant de mapper mon processus. Donc, j'ai bien mon architecture hybride et je dois commencer, c'est ma deuxième entrée, c'était mon langage ma spécification dans un langage de. Micro, s'il vous plaît, les derniers arrivés. Donc là, il va se poser la question de comment je vais fournir ce modèle à la partie implémentation. Donc, est-ce que je passe carrément mon code TensorFlow, PyTorch, et puis on s'arrête là. Bon, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, on voudrait une spécification, comme je vous ai dit, non ambiguë, formelle si possible. Et là, on va entrer dans la zoologie très complexe de tous ces outils. Et puis, on va chacun va utiliser ses couches, son instruction. Il va falloir qu'on comprenne, nous, à quoi ça correspond. Donc, voilà, il faut comprendre la documentation, aller chercher. C'est un monde qui bouge sans arrêt. Donc, ce que j'aurais fait il y a 6 mois, est-ce que ça marchera avec la nouvelle version de TensorFlow? Je ne sais pas. Donc là, on se trouve avec une première difficulté. Donc, il y a des initiatives pour faire des descriptions typo NNX. Donc ça, on a étudié ça, surtout Adrien. Et donc, il s'avère que c'est insuffisant par rapport à nos besoins d'expression formelle. Donc, notre choix, déjà, c'est NNF, qui est un format qui est donné par Chronos, qui quand même est assez précis et vient avec une sémantique, mais qui manque encore de certains points. Et on en fait une extension dont je ne parlerai pas ce soir. Ensuite, supposons qu'on a notre description formelle fournie par notre inference modèle. Maintenant, quel type de processus d'implémentation on peut mettre en place? Est-ce qu'on passe par une étape de codage comme avant? Sur mon modèle, je génère du code. On sait qu'il y a maintenant des outils type TensorRT où je prends carrément le modèle ONNX et puis je l'exécute. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est acceptable? On arrive sur la cible. Et si on a utilisé des outils type TensorRT, il peut faire des allocations dynamiques, des mouvements d'exécution. Donc, comment je comprends ce qui se passe, comment je force les choses. Voilà, c'est des questions qui nous intéressent, sachant qu'à la fin, on veut préserver l'exécution du modèle d'inférence. Ça, c'était la functional correctness. Donc, ici, on appelle ça la semantic preservation. Donc, on veut préserver la sémantique du modèle d'interférence. Du modèle d'inférence, pardon. Donc, on aura une présentation d'Irina qui va proposer un possible processus de développement en repassant par ce qu'on faisait avant, du code C et allant sur des ARM. Donc, on ne pourra pas faire des gros modèles, mais en tout cas, on a quand même un processus mis en place. Alors, autre challenge, imaginons que voilà, on a fait notre possible, on essaie de porter sur la cible, et puis nos contraintes temporelles ne sont pas respectées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, on va essayer d'optimiser au maximum le code, voir si on peut quand même arriver à compresser, ou alors on n'y arrive pas, et donc on peut se dire, bon, on ne peut quand même pas complètement couper le design de l'implémentation, est-ce qu'il ne faudrait pas remonter des contraintes d'embarquabilité au niveau design? Donc ça, c'est le travail que fait Mohamed avec Christophe, qui est là aussi, Christophe Faure. Donc ça, c'est vraiment un travail Anity Archeops pour essayer de remonter des contraintes d'embarquabilité au niveau du design. Donc ce qui est fait ici, c'est de faire une exploration
de design parmi les différentes architectures réseaux de neurones qui sont disponibles. Là, on est sur des tâches de détection. Donc, est-ce qu'on prend des YOLO, lequel, des faster RCNN, donc vraiment essayer de faire une méthode un peu automatique de recherche. Ces modèles, parce que quand on va prendre un YOLO, en fonction de la tâche dont on n'a pas besoin, donc comment réduire ce modèle vraiment au niveau du design pour éliminer les couches qui ne servent à rien. Certains types vont être difficiles à implémenter, donc voilà, remonter ces contraintes au niveau de l'implémentation pour arriver à porter sur la cible, ici un NVIDIA, et tenir des contraintes temporelles. Voilà pour juste vous présenter un peu ce qui nous intéresse dans la chaire. Ici, je fais une interruption, c'est plus du tout de l'embarquabilité, même si un jour, bien sûr, on voudra embarquer les réseaux. On vient de finir un dataset qui s'appelle LARD pour Landing Approach Runway Detection. C'est un travail collaboratif avec 10 missions certif et puis plusieurs personnes dans la salle qui connaissent bien LARD. Donc voilà, le dataset est dispo, il y a un guide. Donc si pour l'instant il est ouvert, enfin il est public, mais il faut nous le dire parce qu'on va bientôt l'ouvrir. Composé d'images synthétiques à partir d'un générateur de données Google Earth. Et puis on a aussi tagué des images réelles trouvées sur des channels YouTube. Et puis on va aussi mettre à dispo des vidéos prises par un collègue de la DGA. Fin de ma parenthèse, qui nous amène à l'agenda. Donc Irina, tu seras la première sur le processus d'implémentation, suivi d'Iban sur la partie identification des modes de défense. Et ensuite, Adrien et Franck nous parleront de challenges dans leur entreprise et qui peuvent donner un peu des pistes de recherche, des idées de discussion. Et puis à la fin, on discutera. Je pense que pour les questions, on fait tout à la fin avec la panel discussion, si ça vous convient. Voilà pour moi. Et donc, Irina, je vais passer. Irina. Good afternoon. So I am Irina. I am a PhD student in the chair of CLAIRE certification. So today I will present to you Aceton, that is a avionics compliant code generator from machine learning models. Okay, so let's start with some context. Safety critical systems, and in particular in the avionics domain, they are subject to a rigid certification process. Indeed, the certification requirements that are present in the DO 178C impose strong guarantees on the quality of the code, and they expect the designer to, among others, ensure the traceability between the requirements and the source code, and that implies, as Claire was saying, in having a formal specification with no ambiguous description of the problem. That also implies in being able to guarantee the semantic preservation until the binaries. In this context, we can have optimized code as long as it remains equivalent to the specification. The designers is also requested to be able to compute a typed worst case execution time bound for each software component. And that imposes restrictions on the code and on the hardware that can be used. Indeed, the embedded type
On n'a plus de son, nous. Le son a été coupé, là. Il faut que François-Marie se remette, se unmute. Bien, chef. C'est fait. OK. Merci. Merci de l'avoir signalé. Pardon. I hope we didn't lose a lot of things. So, as I was saying, the workflow for developing such applications consists essentially of two parts: the design and the deployment. In the design phase, it's where the configuration and the training of the model is done, and its output is what we call the inference model. It will be then the input for the deployment phase that consists in coding this inference model in an adequate programming language and then porting it to the target. Okay, so the input for the implementation, that's what interests us, comes from the design. So it's important to understand well its output. The machine learning domain, there are many frameworks to develop and train and export machine learning models. Those frameworks can be open source, again, as I was saying, or proprietary. And actually, the output of these frameworks will be the inference model that with its parameters that interest us. However, there is some lack of interoperability among all these frameworks, meaning that a framework that was initially trained in meaning that a model that was initially trained in a given framework, you hardly be exploitable in another. As another example, you have the zero padding that is usually applied before the 2D convolutional layers. The goal of the zero padding is to add zeros to the input tensor so that it won't shrink a lot in size after the convolution operation. Through the equation here, you can see that fixing the size of the filter and the stride that will be used, we obtain the total number of zeros that has to be added to one dimension of the input tensor. And in this case, it's the higher dimension. The same thing has to be done for the second dimension. And then we observe that there's a certain number of combinations that will satisfy this condition of the output having the same size as the input. For instance, TensorFlow and PyTorch will employ a different approach to do this padding of the input tensor. And there is also some lack of documentation in the frameworks libraries, meaning that basic operations like this one have implicitly defined semantics in their default configurations. So you note that there is a semantics issue that has to be fixed before we can go to the implementation phase. So that leads us to our first contribution, that was the formalization of the mathematical operations that are performed in the neural networks. We did so by gathering and extending, unifying some mathematical formalization that was already present in the literature. And besides that, for a model description, for an inference model description to be considered complete, it has to have a format that, besides the formal semantics, contains a syntax. And that is the work that Claire and Adrien have been working on. They were talking in another occasion. Okay, so once you have the semantics formalized, we can go to the deployment phase. Again, to deploy an inference model, there are many existing tools in the literature. They can be proprietary tools. In this case, they will usually optimize the binaries for their target, or they can be part of open source initiatives. In this case, the binaries will usually be optimized for the machine learning purposes. That is essentially improving the average execution time, not necessarily the same concerns as in safety critical applications. What all these tools have in common is that they aim at easing the design's work, usually giving no access to the intermediate code. So we observe once again that you have this code generation issue that has to be fixed if you want to guarantee the traceability and the semantic preservation of the binary that we want to implement. And that leads us to our second contribution, that is the development of Aceton. Aceton is this framework that, from an inference model,
from an inference model description generates a C code that answers the avionics constraints. It preserves the semantics of the code, and it is predictable. The first limitation that we identified is that Aceton, it was in the very first place, it was not designed to deliver performance. So when comparing with the state of the art, we observed that we could be improved. So that leads us to our third contribution, that were some optimizations brought to Aceton. The main idea was to improve the convolutional layers execution time, because the ones that we identified as the computational expensive ones. So to improve the convolution layers execution time by replacing the initial algorithm that was implemented in Aceton with a matrix multiplication. How we did that? Actually, we just used the ideas presented in the basic linear algebra subprograms, or BLAST, libraries. That is a set of low-level routines defined to perform some common linear algebra operations, such as the general matrix multiplication, also known as GEM. Again, there are many BLAST libraries in the literature. They are open source. They can be open source. They can be proprietary. But also, again, the existing libraries, they were most of them, they were not really developed with a certification-aware approach. That means that you use strategies for dynamic memory allocation and many compilation optimizations to improve execution time. And that's not convenient for us when you want to do the worst case execution time analysis, for example. Okay, so I will explain you now how is done the C code generation within Aceton. We start by defining that a feed-forward neural network is a succession of layers, Li, taking as input the output tensor of the previous layer. Each layer implements a mathematical function with its own parameters. I want to detail here what were every function, every layer, and the functions that we consider, but we have a published paper with that formalization that you can check later. And then what you need to know is that the function that is associated to a DNN, Fn, is the composition of those different layers functions. And that is the idea in which Aceton is built up. So here I have an example of a simple convolution neural network with a convolutional layer, a multiplying, a flattening, and a dense layer. We see how Aceton does that. Okay, so Aceton is this code generator that is entirely written in Python. It is highly modular, and it was designed to be very simple to use. No much software engineering we had. And in the front end, we have some methods, essentially to load this, the description of the inference model, to perform the forward pass, that is to do the inference, and to generate the C code that corresponds to this inference model. And then you have the layers class, that is an abstract class. In here, I have the UML diagram of the layers class, for example, that is inherited by each by the different types of layers that are supported in Aceton. Those are abstract classes because actually you have this library, harded code library, with the definition of every layer. And a specific layer will only be called whenever its presence is identified in the model. So for the small example that I just presented before, Aceton will generate some files that can be hard coded or model dependent. So the hard code is essentially the initialization of for performing the inference, and then the model dependent files that will describe this specific inference model. So in here, we have the inference function that is inline, completely model dependent. So as I was saying, we can observe that the inference function is actually the composition of the different layers functions. Okay, and the model zipper parameters, they are directly written
you cannot see a lot, but the model parameters, they are directly written in the structure space, so hard coded. And the weights and the bias parameters, if there are any for a given layer, they are defined in a separated C file. So defined in a completely static manner. Okay. Okay, so I will now present you how we did the evaluation of aceton to validate our method. Okay, so we first selected some use cases. We chose real use cases, so we started with fully connected neural networks. We particularly used the ASICS experience, which some of you may be familiar with. And then we also used convolution neural networks, some classical models of the computer vision domain. And then we also, to compare aceton with, we choose two frameworks of the state of the art, namely Keras2C and MicroTVM. So they are frameworks that were designed with nearly the same objectives as us, but is generating a C code, a static C code for that represents an inference model. And then we defined the criteria that we would like to use to compare, to validate our method. So we defined the essential criteria for the certification and some performance-related criteria. So as I said, in essential criteria for certification, you have the semantic preservation and the worst case execution time analysis. So to verify the semantic preservation, that is verify that the output of the C code of the code generator framework is the same as in the training framework. We compare the outputs of those two frameworks and evaluated the maximum error that was observed. So we did that through the L-infinite norm. And for the worst case execution time analysis, we used Ottawa. That is an open source static analyzer. And for the measure execution time, so now in the performance related criteria, we took the average execution time of 50 executions in an ARM Cortex-A15. And for the memory layout, we also looked at that, so that could give us some idea on how to better use the resources and be more efficient after the implementation. Okay, so those are the results that we got when evaluating the semantic preservation, the worst case execution time, and the measured execution time. For the semantic preservation, when you are in single precision, floating single precision, we had errors in the order of 10 to the minus 6 power, and in double precision, 10 to the minus 15 power. Those are acceptable results, considering those are in the margin of what we expected, are zeros, considering the rounding errors and then the fact that we were also executing Python and then C, that those are in the margin of what was expected. And then for the worst execution time, the first thing we can observe is that we were able to deliver a bound for every framework and every model that we tested. And then we saw that aceton, that is the first line, is actually really comparable to what static MicroTVM, that is another framework that we tested. So there are results that were very comparable. For Keras2C, we cannot really compare them because well, there were some limitations in the design of the framework, so it has higher results. And for the measured execution time, again, we have errors. We have results that are very comparable to static MicroTVM. And then, but we can observe that for the last two columns that were LeNet and TFARNet, those are convolution neural networks. We can observe that aceton has less performance results. So, and that leads us to our optimization in aceton that target the convolutional layers. Okay, so as I was saying, the idea was to improve the execution time of the convolutional layers, and we did so by expressing the convolutional layer as a matrix multiplication. So we start by
organizing the input tensor in a matrix of patches, where each column corresponds to the elements of the input tensor that will be visited at each convolution step. So you may observe that this matrix of patches that we just constructed, it's bigger than the original tensor. So we have a disaugmentation because there are some elements of the input tensor that will be visited more than once. In this case, up to 4 times. So they will appear more than once in the patch matrix. And then in the second step, we just organize the weight tensor in a convenient form, but you don't do any transformation trait. So it remains with the same number of elements. And then we multiply the two matrices, matrix A, matrix B, to obtain matrix C. That is the output of the convolutional layer, as it was done before. So in the matrix, in the final matrix, you don't have to do any post-processing transformation. Just it's ready as it is. Okay, so to evaluate this optimization in the convolutional layer, we did the same. We used the same criteria, the same method, and then for the symmetric preservation, nothing changed with respect to our original algorithm, because we're actually doing the same operations in the same order. They're just presented in a different way. For the worst case execution time, we had bounds that were refined, and then you can see that we got closer to what was obtained in static micro-TVM. And for the measured execution time, that was our goal. And then now we can observe, and here we have the original algorithm, the direct convolution that I call it, and the gem-based convolution. And then we observe that the execution times, they were highly improved. And then, well, that was a positive point. We attained our objective of improving the convolutional layers. And then we went one step further and decided to implement the real idea behind the BLAS libraries that consists in taking into account the hardware specifics, such as the number of registers and the size of caches, and perform then a blocked matrix multiplication, that is you call. Essentially, we divide the original matrix into smaller blocks, and every time you try to bring only the blocks of interest into the caches, and then only a part of those blocks into the registers. And that's where the registers is where the computation is done really fast. So that is the main idea behind the BLAS libraries. And then we can go one step further and use some dedicated functional units that may be present in some targets. For example, the vector extensions. In the case of the ARM architecture, those are called the Neon intrinsics, Neon extensions. And then essentially those vector extensions that are bigger registers that can operate with multiple data at once. So it will be way faster. Oui. 1 minute. Oui. Okay, almost done. So here I have the results of the first of this implementation of new implementation of BLAS. So here we have the direct convolution, that is the original algorithm that was implemented in Aceton. And then I have what we call the naive implementation of GEMS, that is just the transformation of the input tensors into matrix and just doing the matrix multiplication. And here what we call the complete GEM-based convolution, that is taking full advantage of the hardware specifics of the Neon intrinsics and everything. And then you can observe that from the original implementation to the last one, we had a reduction of 20. We had the execution time reduced by 20 times. That is not negligible. And then actually, as you saw,
the gen-based convolution, it does use more space because we augment the input tensor. So yes, we do have more memory bandwidth used by the gen-based convolution. We can see that as a trade-off between memory utilization and then execution time. All right. So to conclude, we have Aceton, that is this framework capable of automatically generating a functionally equivalent and time predictable C code from feed-forward neural networks. And then we prove it to be competitive with the state of the art with respect to the defined criteria. And then now we are working on, and we'll be working on in the future, on covering a wider range of inference models that support the different layers. As I was saying, Aceton is highly modular. And I would like also to target some parallel cogeneration to explore maybe multi-core targets. That's it for me. Thank you for attention. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Iban. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail que j'ai fait durant ma thèse, donc sur l'analyse safety d'accélérateurs matériels de réseaux de neurones en utilisant de l'injection de faute. Donc, je travaille au sein de NERA et avec NXP. Donc, tout d'abord, je vais vous introduire un peu au contexte du sujet. Donc, on s'intéresse ici à l'impact des fautes matérielles sur l'exécution des réseaux de neurones profonds lorsqu'on les embarque dans des systèmes critiques. Donc, ici, sur la figure, je vous ai représenté un exemple où vous avez un réseau de neurones qui fait de la détection d'obstacles, donc qui va détecter l'objet qui se trouve dans l'image à gauche. Ici, par exemple, il détecte la voiture. Et donc après, on peut imaginer un système de sécurité qui est implémenté pour empêcher la collision. Ce réseau de neurones, donc, il est exécuté sur un composant matériel, comme on a vu avant. Donc ça peut être un FPGA, un CPU, un GPU. Et ce hardware, donc, il est soumis à des fautes qui viennent d'interactions physiques ou de problèmes de conception, qui peuvent créer des erreurs dans l'exécution du réseau. Donc ici, par exemple, ça touche une connexion entre deux neurones, ce qui va modifier la donnée qui sort du neurone de gauche. Cette erreur, elle peut se propager dans le réseau jusqu'à changer en fait, la prédiction du réseau, ce qui peut amener à une défaillance critique. Donc ici, un crash de la voiture. Donc l'une des exigences pour vérifier justement la sûreté de fonctionnement, donc d'après l'ISO 26262, donc qui est pour l'automobile, on doit être capable d'identifier toute défaillance des composants semi-conducteurs qui ont un impact sur la sûreté. Donc nous, dans notre étude, on fait les hypothèses suivantes. Donc, on se focalise uniquement sur des corruptions de données silencieuses, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir que les défaillances concernent uniquement les résultats, les valeurs des résultats du réseau, et il n'y a pas d'histoire de crash ou de latence dans le traitement. Et la deuxième hypothèse qu'on fait, c'est qu'on considère uniquement des fautes unitaires, c'est-à-dire qu'on considère que pendant une exécution, il y a une unique faute.
Donc pour identifier justement les défaillances de ces accélérateurs, on a une technique, donc nous on regarde la technique d'injection de faute au niveau matériel, et plus précisément au niveau transfert de registre. Donc pour faire de l'injection de faute, on a deux stratégies qui peuvent se mettre en place. La première, qui est une stratégie exhaustive, donc on va tester toutes les localisations et les instants possibles pour les fautes. Donc dans la plupart des systèmes modernes, c'est infaisable, il y a beaucoup trop de possibilités. Et la deuxième stratégie, donc, qui est adoptée dans la plupart des cas de la littérature, c'est de faire de l'injection aléatoire sous un sous-ensemble des fautes. Et donc ça nous donne une approche, une vision statistique de la vulnérabilité d'une architecture donnée aux fautes. Le problème que ça nous pose, c'est que ça ne nous garantit pas d'identifier le pire cas de défaillance. Et notamment pour les réseaux de neurones où on a peu d'intuition sur le comportement interne et quel neurone accomplit quelle fonction. Donc pour faire cette étude, on considère un cas simple. Donc on considère donc une campagne d'injection de faute qui a été faite sur un accélérateur de type streaming qui implémente le réseau de neurones, le Net5. Donc le Net5 qui est un réseau de neurones convolutif qui est entraîné ici sur MNIST pour reconnaître des chiffres écrits à la main. Ce réseau, il est implémenté sous la forme d'un accélérateur streaming donc, qui est destiné à être porté sur FPGA. Donc cet accélérateur, voilà, il est codé en VHDL. Il vient d'une librairie Adobe 2 qui a été transformée. Et donc la spécificité de cet accélérateur, c'est que chaque couche du réseau est implémentée dans un composant matériel donné. Donc ici, par exemple, vous voyez la convolution 1 qui est constituée d'une hiérarchie de sous-composants avec le nombre de composants ici qui va dépendre en fait du nombre de channels en sortie de la couche. Donc le chiffre qui est indiqué à chaque fois ici. Donc maintenant, on regarde les fautes possibles pour cette architecture. Donc si on considère deux modèles de fautes assez simples qui sont les bit flip transitoires et les stockates permanentes, dont je vais parler un peu par la suite. On peut calculer ici le nombre total d'injections de fautes, d'injections possibles, pardon, qui est 16 millions, donc en considérant tous les composants internes. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait une injection partielle sur un sous-ensemble de fautes, donc 148 000 fautes là, et on injecte à l'interface entre chaque layer. Donc, ça correspond en fait à injecter soit dans les registres en sortie ou en entrée des couches, soit dans les connexions entre les couches. Et donc, ces injections, pour chaque injection, on va tester chacune des images du dataset pour voir l'effet de ces fautes sur la classification. Donc, cette campagne d'injection de fautes, elle a été exécutée sur une FPGA, donc, avec une plateforme d'injection dédiée. Et cette campagne a été exécutée en 18 jours. Donc, si on regarde, on peut estimer le temps que nous prendrait l'injection exhaustive à 6,1 ans. Donc, on voit que c'est pas réaliste de faire ça pour chaque accélérateur. Donc, nos objectifs ont été les suivants. Donc, premièrement, chercher à évaluer une stratégie d'injection. En effet, donc, on a fait une stratégie qui a été sélectionnée par nos soins, et on a voulu savoir quelle était la qualité de cette stratégie et si on pouvait développer une stratégie de meilleure qualité. Et la deuxième étape, ça a été d'analyser donc les résultats de la campagne d'injection de fautes pour pouvoir identifier les impacts fonctionnels de ces fautes. L'objectif final étant de voir si est-ce qu'on est capable de jouer moins de scénarios en obtenant la même qualité d'injection,
et si on est capable d'obtenir une stratégie qui soit réalisable tout en étant de voir si on était capable de réduire justement les 6 ans qui sont nécessaires pour la stratégie exhaustive. Donc, je vais commencer par vous parler donc de la qualification d'une stratégie d'injection. Donc, on a présenté un papier SafeComp 2022 qui présente une méthode générique pour évaluer la qualité d'une stratégie. Pour ça, on a suivi 3 étapes. Donc, la première, ça a été de modéliser l'accélérateur, donc un accélérateur en général, en présence de fautes. Ensuite, d'identifier des règles d'équivalence structurelle entre scénarios de défaillance. Et finalement, de définir une métrique, donc la couverture, qui permet de quantifier la qualité d'une stratégie. Donc pour la modélisation, nous sommes partis de la représentation au niveau transfert de registre, donc en partant du VHDL. Ici, vous pouvez voir donc un composant simple avec un multiplier, un registre, et ici, la modélisation qu'on a adoptée. Donc, vous voyez qu'on a préservé la structure du système. Et ici, vous avez le comportement dynamique, donc les signaux de données qui sont représentés sous la forme d'un chronographe. Et ces signaux de données, en fait, on les a formalisés sous la forme de flots de données finis, de cette manière-là, donc avec un instant et une valeur de données. En fait, cette modélisation nous permet de conserver uniquement les instants qui sont fonctionnellement importants dans le système. Donc, on évacue en fait tous les instants. Par exemple, ici, vous voyez, les données A1 ici ne sont pas propagées dans la suite. Donc, on élimine, dans notre représentation par flow, on élimine ces données. De plus, le contrôle, donc ici on a des signaux de contrôle, donc clock, etc. Ils sont intégrés en fait dans la représentation par flow, puisque ici on se concentre vraiment sur les données qui circulent dans le réseau. Puisqu'en général, dans les accélérateurs, en fait, on a une partie contrôle qui est beaucoup plus petite que la partie données. Donc ensuite, on doit pouvoir modéliser l'effet des fautes sur les composants atomiques de la description. Donc ici, je vous explicite les 2 modèles de fautes qu'on a sélectionnés, qui sont des modèles de fautes classiques. Donc on a le premier, ce sont des fautes permanentes, donc qui sont présentes pendant toute l'exécution du réseau. Ici, ce sont des collages à 0. Donc là, on a un bit de sortie du composant qui sera toujours 0 pendant l'exécution. Et ensuite, on a des fautes transitoires cette fois-ci, donc qui apparaissent à un temps t qui est aléatoire pendant l'exécution et qui vont modifier le contenu de registre. Donc ici, on inverse le bit de poids fort ici. Et donc ces fautes-là peuvent disparaître après un reset, ou si le registre est réécrit, on a juste la première donnée qui est affectée. Donc on a pu modéliser ces fautes sur nos flows. Et ensuite, on a défini donc des règles d'équivalence qui sont basées sur l'effet local des fautes, donc uniquement sur l'aspect structurel, et qui sont donc valides quelles que soient les données d'entrée. Grâce à ces règles d'équivalence, en fait, on est capable de créer, de grouper les fautes dans des classes d'équivalence, dont l'effet local est le même, donc on a besoin d'injecter que dans une seule. On a besoin d'injecter une seule faute par classe. Et donc, à partir de là, on a défini la couverture comme étant le nombre de classes qui ont été testées sur la totalité du nombre de classes. Et à partir de ça, on peut définir donc une stratégie de couverture complète. On va avoir 100% de couverture si on injecte au moins une fois par classe. Et une stratégie est optimale si on a exactement une injection par classe. Donc, on a appliqué cette méthode sur notre exemple, donc l'accélérateur de NEC5. Ce qu'on peut voir ici, bon, là, je vous ai mis le nombre de fautes totales qui est calculé grâce à la modélisation.
Ici, le nombre de classes d'équivalence qui a été calculé grâce aux règles d'équivalence. Et enfin, les nombres de classes qui ont été effectivement injectées dans l'architecture. Et donc, à droite, la couverture. C'est le nombre de classes sur le nombre de classes testées sur le total. Ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la stratégie de couverture optimale, elle nous prendrait 4,5 ans. Donc, on a réduit par rapport à l'injection exhaustive. Par contre, c'est toujours pas réalisable en pratique. Et deuxième conclusion, c'est que notre campagne partielle, certes, elle a pris 18 jours, ce qui est relativement peu par rapport aux deux autres, mais on atteint un bas taux de couverture. Donc, ce qu'on en conclut, c'est qu'on doit encore réduire ce volume ici de classe pour pouvoir, pouvoir améliorer notre couverture et le temps d'exécution. Donc, pour ça, on a analysé en fait les résultats de la campagne d'injection qui avait été faite. Et l'objectif, c'est d'identifier des règles pour pouvoir prédire l'effet fonctionnel des fautes et pouvoir grouper en fait aussi les fautes en fonction de leur effet fonctionnel global sur le réseau. Et pour ça, donc on a une première étape qui a été de développer un outil efficace pour traiter les résultats de la campagne. Et ensuite, d'utiliser donc les résultats partiels pour identifier des équivalences fonctionnelles entre les fautes et quantifier l'effet des fautes, donc l'impact des fautes sur les scores du réseau. Donc, l'outil de traitement des données de campagne qui a été mis au point, donc, qui permet de traiter des résultats sous ce format-là. Donc, ici, on a la donnée d'entrée, l'activation du réseau, la faute qui a été injectée, ou le scénario. Et ici, on a les résultats de l'injection, donc les scores du CNO. Donc ça, avec notre injection, on a 1 milliard de résultats comme ça. Donc notre plateforme, donc elle est codée en Scala. Elle est générique, puisqu'on peut facilement l'étendre pour ajouter des nouvelles métriques. Et elle permet donc de calculer de manière en parallèle, de manière assez efficace. Et on a un support donc de calcul itératif, c'est-à-dire qu'on va calculer des métriques à partir d'autres de manière itérative pour réduire les temps de calcul. Donc, la première étape qu'on a regardée, c'est d'essayer de grouper les fautes en fonction de leur impact fonctionnel. Donc, ici, contrairement à avant sur nos classes structurelles où c'était valide quelle que soit la donnée d'entrée, ici, on va avoir une dépendance vis-à-vis du dataset de test. Donc, on a 3 classes fonctionnelles d'impact qui sont classiques, qu'on peut trouver dans la littérature, qui sont généralement désignées comme... alors, la première, c'est masqué. Donc, ça, c'est simple. C'est une injection ne va avoir aucun effet sur les scores, sur les valeurs des scores. Ensuite, on a les observés, donc, qui vont avoir un effet sur les scores, mais pas d'effet sur la classification. Donc, on va quand même avoir la bonne prédiction du réseau. Et finalement, la dernière classification, donc les fautes qui engendrent des misclassifications, où là, il y a une défaillance de la prédiction. Donc, on a calculé ces classes fonctionnelles pour le Net5. Ce qu'on peut voir, donc ici, vous avez les classes structurelles qui ont été injectées, et ici, les différentes classes fonctionnelles. Donc, on voit que la majorité des injections qui ont été faites provoquent des mauvaises classifications. On remarque aussi que les stockades 0, ils sont sensiblement moins forts que les deux autres fautes en termes de proportion. Et on remarque aussi que 29% des stockades 0 sont masqués, ce qui est en fait relativement cohérent avec l'état de l'art. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y aurait un moyen de prédire en fait les classes masquées à l'avance pour les stockades 0. Et en fait, oui, à peu près 80% de
de ces classes masquées pouvaient être prédites. Et c'était dû en fait à un encodage non optimal des données dans l'accélérateur. Par contre, pour les autres résultats, les autres classes, on ne peut pas directement déduire des règles de prédiction en fait, de ces effets. Donc, on va devoir raffiner nos mesures. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de quantifier les effets fonctionnels de ces fautes. Donc, pour faire ça, on a besoin de métriques. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, la première métrique qu'on peut utiliser, c'est la dégradation du score. Donc là, ça va être la variation du score du label attendu après injection. On a ensuite la modification des rangs. Donc là, ça va être regarder l'ordre des scores ici. Ici, on a 3 rangs qui sont modifiés. Et finalement, on a une troisième métrique qui peut être le nombre de scores modifiés par l'injection. Donc là, après, sur les métriques, on peut intégrer un peu ce qu'on veut. On pourrait imaginer une métrique qui calcule la précision, justement la dégradation de la précision du réseau. Donc là, alors là, je vous ai mis des résultats pour la classe des observés uniquement. Donc avec quelques exemples de mesures ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des stockates, des collages, modifient moins de 4 ans. Que la plupart des stockates modifient tous les scores et que la plupart des stockates dégradent le score classifié par moins de 10%. Donc ça, ce qu'on remarque en fait, c'est que, bon, c'est un peu attendu, mais dans les classes observées, il y a une variation du score, une dégradation du score qui est faible. Par contre, on va toucher l'ensemble des scores en grande majorité. Donc on voit qu'il y a quand même une dépendance assez forte entre les différentes parties du réseau. Donc bon, on est encore dans une phase voilà, d'étude de ces résultats et on n'a pas encore abouti à une méthode de prédiction pour l'instant. Et donc pour conclure cette présentation, donc, nos contributions, c'est on a développé une modélisation des accélérateurs matériels qui est basée sur des flows. On a développé une méthode pour calculer des classes d'équivalence structurelle et pour caractériser l'impact fonctionnel d'une injection. Et on a développé un outil efficace pour analyser des résultats de campagne d'injection. Et donc pour les prochains travaux, donc on cherche à définir de nouvelles métriques pour analyser cette fois-ci l'impact de la donnée d'entrée, justement analyser la qualité des données, voir si on peut aussi créer des classes d'équivalence sur les données. On cherche, comme je l'ai dit, à définir une méthode pour prédire l'impact fonctionnel avant injection. Et on va aussi évaluer les outils, donc notamment l'outil de post-processing, sur d'autres campagnes d'injection. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, après des résultats, là, on va passer à des problèmes. Donc, on va aller vers les besoins industriels. On va commencer par Adrien. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Adrien Gaufriot, Airbus. Donc là, moi, ce que je vais vous parler, là, je vais pas trop rentrer dans le technique, mais je vais essayer plutôt de vous parler en gros de pain points, vraiment de points aujourd'hui, moi, qui me gênent quand on doit finalement déployer des réseaux entraînés qui ont été entraînés par des équipes sur des hardware dans un monde vraiment avionique. Donc,
là, je vais rentrer dans deux points un peu difficiles. Alors, il y en a d'autres. Je vais aujourd'hui illustrer cela. Ça ne veut pas dire que c'est les plus importants ou les moins importants. C'était aujourd'hui ce que j'avais envie de partager comme point un peu dur. Voilà, il ne faut pas dire que c'est les seuls points et ce n'est pas nécessairement les plus importants, mais je voulais un peu profiter de cette occasion pour forcer sur ça. Donc, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une déconnexion assez forte entre le process d'entraînement d'un réseau de neurones et le process d'implémentation d'un réseau de neurones. En fait, on se retrouve avec des gens qui ne parlent pas du tout le même langage et qui ne se comprennent pas beaucoup. Et on a beaucoup de mal à avoir des gens qui ont la dual skills, à la fois d'être capable d'entraîner un réseau et à la fois d'implémenter. Je détaillerai un peu plus dans les slides. Et la deuxième pain point aujourd'hui, c'est un peu lié aussi à la maturité de cette nouvelle technologie de l'IA. Et c'est qu'aujourd'hui, les outils qu'on a à notre disposition pour passer d'un modèle entraîné à des modèles implémentés, eh ben, aujourd'hui, la maturité, elle est encore pas là. Alors, il y a plein d'explications qui font que c'est pas là. Mais clairement, aujourd'hui, quand on veut déployer des réseaux de neurones, si on utilise des outils qu'on a, on va dire state of the art, ou même des outils industriels, ça reste des choses difficiles. Voilà. Donc, si je rentre un peu plus dans le premier point, donc la déconnexion. Donc aujourd'hui, une des causes en fait de cette déconnexion, c'est qu'on a une abstraction qui est extrême pour les gens qui font de l'entraînement aujourd'hui. Les gens qui font de l'entraînement, ils sont dans un monde PyTorch, TensorFlow. Ils ont une abstraction complète de ce que c'est une exécution d'un modèle sur une cible hardware. En fait, ils ne comprennent pas, enfin je vous dis, je suis un peu extrême, hein, mais ils ne comprennent pas la manière dont le réseau est exécuté. Et on a des exemples avec Claire là qui sont assez rigolos. Donc quand on parle de mémoire, de fuite mémoire, de où est-ce que ça tourne, sur quel processeur ça tourne, les gens ne savent pas répondre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort parce que finalement, ces gens-là, ils vont entraîner des super modèles, mais l'implication sur le hardware, ils ne la comprennent pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très facile. Aujourd'hui, j'ai des exemples à Airbus. On prend un stagiaire et en un mois, le stagiaire il est capable d'entraîner un algorithme pour détecter de la drowsiness d'une personne. Il appuie sur un bouton, ça tourne sur une GPU et tout le monde est super content, bah, ça marche et il n'y a plus qu'à mettre sur un. Sauf que derrière, bah, c'est pas si simple que ça. Et ça, il y a beaucoup de choses en fait qui sont cachées derrière ces boutons. Alors, il y a une ingénierie derrière qui est magnifique, hein, un CUDA, franchement, c'est un produit qui est super compliqué, mais qui rend l'utilisation à un utilisateur hyper simple. Et franchement, c'est admirable ce qu'ils ont fait, mais pour nous, c'est juste dramatique parce que derrière, en fait, toute la complexité du déploiement est complètement cachée. On a aussi, bah, du coup, un des problèmes aussi, c'est que le monde de l'IA évolue très vite et tous les jours, on a des nouveaux types de layers qui apparaissent. Et en fait, on a un temps en fait, entre le moment où les gens inventent ces nouvelles layers et le temps où en fait, on va avoir ces layers disponibles dans les frameworks d'implémentation. Donc là, je prends un exemple, par exemple, là, sur la droite. Donc ça, c'est un exemple tiré d'un YOLOX. Donc YOLOX, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ils ont inventé un concept qu'ils appellent Focus Layer. C'est pas un truc super compliqué, hein. C'est qu'ils coupent en quatre finalement l'image d'entrée et ils viennent stacker ça dans un tenseur. Sauf que derrière, bah là, c'est des opérateurs nouveaux qui apparaissent et la plupart des frameworks aujourd'hui qu'on nous utilise pour aller sur du code implémenté, ils n'ont pas. Donc là, on pourrait dire oui, mais c'est du pré-pro. Peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les modèles entraîneurs. Un autre exemple, c'est les spec-formers. Donc, tout ce qui est à la base de transformers, bah, c'est super intéressant. Et quand on regarde ce qui est nécessaire en termes pour les exécuter, bah, c'est des choses qu'on n'a pas encore tout à fait dans les frameworks d'implémentation. Donc, on aura vraiment un temps de latence entre le monde de l'IA, de l'entraînement qui avance, et le monde de l'implémentation qui essaye de suivre ça. Et en plus, nous, dans l'aéronautique, on veut comme Irina l'a montré, on veut des choses déterministes et qui fonctionnent. On ne veut pas juste que ça marche sur un coin de table.
Voilà. Et après, ben, on a des exécutions graves qui deviennent un peu parfois fous. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici un exemple. Voilà, là aujourd'hui, on avait ici un padding. Alors là, c'est un padding, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, on ne vient pas padder, comme l'a montré Irina tout à l'heure, les bords des frontières. En fait, là, c'est un réseau où ils viennent padder les channels. Et ils rajoutent des channels de padding. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, voilà, ça permet de récupérer la taille derrière et de faire une addition. Super. Donc, quand ça, on a essayé de déployer, bah, le truc qu'on avait, bah, forcément, l'opérateur de padding, il marche, mais que sur les images. Il ne marche pas sur les tenseurs, enfin sur les channels. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû faire de la chirurgie, ce que j'appelle sur le réseau, pour remplacer cet opérateur par un opérateur qui n'est pas tout à fait le même, donc là, qui est un concat, où là, on lui dit, bah, non, tu ne viens pas padder, tu viens concat avec une entrée qui vaut des zéros. Enfin, donc, on réexprime la même sémantique, mais en allant faire de la chirurgie. Et ça, on le fait souvent pour essayer justement de pallier ces problèmes. Donc ça, c'est vraiment difficile. Et là, c'est vraiment un truc qui arrive assez souvent, hein, c'est les gens qui entraînent, ils ne se posent pas vraiment la question des modèles d'exécution. Donc là, on reçoit un réseau qui fait ça. Alors finalement, là, on voit plein de couches qui sont très bizarres. Et finalement, quand on analyse, en fait, la seule chose que se fait ce truc-là, c'est qu'il vient alimenter, il vient essayer de calculer une valeur de resize pour ici, pour resizer la sortie de cette convolution et avoir ici quelque chose de cohérent avec la sortie de cette convolution. Et en fait, quand on regarde, l'entrée, elle est statique. En fait, le resize, celui-là, on le connaît de manière statique avant de calculer ça. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire ça, sauf si on utilise des images de dimensions inconnues. Donc, en fait, ce réseau-là, il est équivalent exactement à ça, donc il est beaucoup plus simple. Et là, on vient mettre en dur la valeur de resize. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi, les gens qui créent les modèles, ils veulent faire des trucs hyper génériques, et les graphes d'exécution, ça devient des choses hyper compliquées et qui posent vraiment des gros problèmes à l'implémentation. Alors vous allez me dire, un CUDA, ça marche? Oui, ça marche, mais parce qu'ils ont implémenté tout ça, et en fait, c'est c'est pas du gros n'importe quoi, mais la maîtrise de l'exécution de ça, elle devient très compliquée. Alors que le réseau, en soi, il est très simple. Voilà, donc là, je passe sur la deuxième partie, donc la maturité des choix de design dans les toolchains. Aujourd'hui, malheureusement, la majorité des outils qu'on a, c'est ce que j'appelle des machines virtuelles avec des schedulers dynamiques qui ajoutent dynamiquement ce qu'il faut faire et dynamiquement les mémoires. Bon, après, il y a des petites variations entre les différents, mais ils ont tous cette idée-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait le travail avec Irina. Le travail d'Irina, c'est complètement le contraire. On vient tout statifier, on va faire un scheduling complètement statique. Et en fait, ça, c'est des choses que dans l'aéronautique, pour le plus critique, on ne saura pas utiliser, on ne saura pas certifier. Même si on a les sources codes. Donc, c'est pour ça qu'on lance des travaux pour essayer d'aller vers des choses beaucoup plus strictes. Alors, ce que fait Irina, elle n'est pas encore au niveau de ce que sont capables de ces outils, bien sûr. En tout cas, les principes sont là et c'est dans ces directions qu'on va aller. L'autre problème, c'est que la majorité des librairies bas niveau des hardware manufacturers, aujourd'hui, ils ont du mal à accepter de nous donner accès à ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, par exemple, pour faire ce que montrait Irina là, tout à l'heure, la convolution, le code de la convolution bas niveau, il est souvent pas donné. Parce que ça utilise des hardware un peu bizarres et tout ça, et ils veulent pas le donner. Et nous, dans Certif, ça nous pose des problèmes parce qu'on ne peut pas ne pas savoir ce qu'il y a dedans pour des raisons de certification. Donc on y travaille, il y en a certains qui commencent à se débloquer, et après on a des approches où on essaye par recoder par nous. Alors bien sûr, il y a le support de nouvelles layers, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a une nouvelle layer, c'est pas simple. Je pense notamment à la layer de Franck là, dans le LibSheets, hein, c'est des choses qui sont intéressantes d'un point de vue théorique. Voilà, qui en implémentation, c'est pas impossible à faire, mais c'est des choses qu'il faudra apporter si on veut utiliser ce genre de layer. Voilà. Et après, le dernier chose, c'est que aujourd'hui, les targets sur lesquels on va aller, aujourd'hui, on va avoir besoin de quantisation. C'est-à-dire aujourd'hui, les targets qu'on veut avoir dans l'avionique, c'est pas des choses qui vont être du floating point 32, du floating point 16. Alors même que les modèles sont entraînés en floating point 16. Donc il faut qu'on passe sur des modèles
quantisé. Et là, on entre encore plus dans une zoologie qui est assez impressionnante de modèles de quantisation, c'est-à-dire plein de choses différentes. Est-ce qu'on a des quantisations symétriques, asymétriques? Est-ce que c'est par channel? Est-ce que c'est par tenseur? Est-ce que c'est des fois il y en a même qui font du dynamique? Enfin, voilà. Et ça, c'est la manière le schéma de quantisation, il impacte directement la runtime. Donc ça, c'est des choses aussi où on va souffrir. Et aujourd'hui, les frameworks d'entraînement state of the art commencent à supporter ça, mais c'est encore très très mal supporté quand on veut jouer avec. Donc voilà, j'ai voulu appuyer sur ça aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses, mais voilà, c'était c'était mon moment. Voilà. C'est un franc, d'accord. Donc, bonsoir à tous, j'en profite pendant qu'elle pop-up les slides. Donc, je m'appelle Franck Galtier, je fais partie d'NXP, responsable de la functional safety chez NXP, et notamment de l'équipe dont IBAN dépend pour cette thèse de doctorat. Donc, je vais faire très très haut niveau. Je vais plutôt essayer de réexpliquer un peu le besoin et la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce projet LT au départ. Et certainement pourquoi est-ce qu'on va être amené à continuer, parce qu'on n'a pas tout à fait atteint encore les objectifs, donc je vais plutôt parler de ça. Je fais Peak Down, c'est ça? Petite flèche, non? Ok. Donc en fait, bon, tout le monde connaît Airbus, pardon. Airbus Industries. On va le faire en français. Tout le monde connaît Airbus. Tout le monde connaît peut-être pas NXP. Je ne sais pas si vous connaissez NXP. Donc NXP, on est fournisseur de semi-conducteurs. On fabrique des composants électroniques pour l'automobile, pour l'industriel, pour un petit peu l'aéronautique, pour le médical, pour un petit peu partout. Et on a l'avantage, téléphonie mobile aussi, et tout ce qui est bien sûr mobile non real-time. Donc tout ce qui est mobile, tout ce qui va être smart home et ce genre de choses. Donc on est vraiment fournisseur de semi-conducteurs et de plus en plus fournisseur de composants software, mais plutôt du bas niveau. Voilà. Donc ça, c'est notre représentation au niveau mondial. Sur Toulouse, juste pour faire un peu le focus de Toulouse, sur Toulouse, on est 550 aujourd'hui. Les activités qu'on a autour de Toulouse aujourd'hui, c'est, je vous passe les support functions et tout ça, dans lesquels je suis d'ailleurs, qu'on est considéré comme des support functions à la safety. On a beaucoup d'activités autour du radar. Donc, dans les activités autonomous driving, c'est là où on voit pas mal d'utilités du réseau de neurones notamment. Qui est aussi beaucoup de composants autour de l'analogique. Pas mal de sensors aussi. Donc, comme on livre des sensors, bien entendu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de données à cruncher. Et donc, on se dit, c'est logique qu'on travaille sur les AI. Et tout ce qui est aussi RF Power. Vous voyez qu'on n'a pas nécessairement de développement microprocesseur, microcontrôleur sur Toulouse, mais ça ne nous empêche pas quand même de travailler en étroite collaboration avec les autres entités de NXP dans le monde notamment. Donc, bon, ça, c'est les axes sur lesquels on travaille. C'est assez classique, électrification. Alors ça, c'est vraiment autour de l'automobile, puisque là, on parle de l'automobile. Donc, c'est pour nous les AI dans l'automobile. On a aussi des activités AI qui sont dans d'autres secteurs, comme tout ce qui est voice recognition et tout ça. On a déjà des produits, notamment sur le marché. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté functional safety, donc lié à des produits automobiles ou plus tard industriels. Donc, si on regarde, en fait, nous, ce qui nous intéresse, notre objectif, c'est d'essayer de rendre le réseau de neurones safe. Donc, globalement, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, dans l'autonomous driving, on peut avoir un gros réseau de neurones en fait, qui va traiter beaucoup de données, caméra, machin, tout ça. Et on va avoir un deuxième chemin de safety avec des algorithmes plutôt traditionnels qui va être là pour faire effectivement du check sur un certain ODD, qui va venir dire, oui, c'est OK ou c'est pas OK. Et donc, on accepte d'amener la voiture à cet endroit-là ou de ne pas l'amener à cet endroit-là parce que c'est pas safe. Donc, c'est plutôt un gros réseau de neurones qui va être QM, ce qu'on appelle Quality Manage. Et à côté, un gros réseau, un second chemin de safety qui, lui, est basé sur des algorithmes déterministiques, donc plutôt traditionnels. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On veut essayer de sortir un petit peu de ça parce que ce n'est pas très, très efficace en termes de die size et tout ça, même si ça nous fait vendre plus de composants, donc pourquoi pas. Donc, au niveau de comment rendre le réseau safe, on a deux aspects aujourd'hui. Bon, ça, vous l'avez, tout le monde le comprend. On a le côté qui est plutôt systématique failure. Au niveau de l'ISO 26262, on traite les défauts systématiques et les défauts random. Les défauts random, c'est donc ce que
IBAN nous a présenté. C'est des défauts qui arrivent de façon impromptue sur n'importe quel composant électronique. Les défauts systématiques, ça va être plutôt tout ce qui va être lié à du développement. Et donc, dans le cas du réseau de neurones, ce sera plutôt tout ce qui va être training, évaluation. Ça va tomber là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est bien entendu développement du réseau de l'accélérateur lui-même. S'il a été mal développé avec des bugs, c'est des défauts systématiques. Donc ça, c'est plutôt du process, on sait faire. C'est quelque chose qu'on maîtrise, ce côté-là. Ce côté-là ici, systématique failure au niveau training et tout ça, c'est pas tout à fait le cas. Et derrière, là, on s'intéresse aussi à l'aspect donc random, avec des défauts qui arrivent pendant l'inférence. Et donc ça, c'est ça qu'on essaye de regarder aujourd'hui. La façon dont on travaille sur ça au niveau de la functional safety pour l'automobile, c'est beaucoup basé sur, pour faire de la démonstration, les évidences sont basées sur l'injection de faute. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Iban, il l'a présenté suffisamment bien. Mais aujourd'hui, donc nous, notre principal focus aujourd'hui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à s'assurer que l'exécution du modèle, en fait, s'il y a des fautes hardware, on est capable de les détecter, de les mitiguer. Voilà, avant qu'elles deviennent critiques. Donc, très belle petite image avec la voiture qui se tamponne, j'aime bien. Donc aujourd'hui, c'est ça notre focus. Si on regarde les challenges par rapport à les challenges qu'on a identifiés nous, bien entendu, bon, Iban l'a beaucoup montré par rapport à ces durées de fault injection et tout ça. Donc c'est le time to market par rapport à la robustness verification. Donc bien entendu, il en a déjà parlé, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est vraiment un problème pour nous parce qu'on ne peut pas se permettre de passer 6 ans à développer un composant, sachant que nos composants, ils ont des durées de vie, même ils ont une automobile si c'est 15 ans. 15 ans, on ne fait pas des plateformes pendant 15 ans avec les mêmes composants. Donc, on a besoin d'aller plus vite. Derrière, ce qu'on a besoin un des problèmes que l'on a, c'est le lien entre les fautes et ce qu'on appelle les faults et les failure effects. La faute, en fait, on sait ce que c'est. On connaît les fautes. Stochastic, transient fault, ce genre de choses, on les connaît, c'est des fautes. Par contre, quels sont leurs effets? Et les effets de ces fautes, en fait, elles sont très dépendantes du modèle et des inputs et du modèle et de ce qu'on fait tourner sur l'hardware accélérateur. Et donc de la topologie. Bon, ça, le côté embedded lockstep, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'approche lockstep pour des produits de safety integrity élevé, ce qu'on appelle ASIL-D dans l'automobile, c'est 2 cœurs qui tournent en parallèle et qui se cross-check à chaque cycle d'exécution avec un certain délai. On pourrait imaginer de mettre 2 réseaux de neurones en fait en lockstep et puis pourquoi pas, sauf que ce serait du coup complètement impossible en termes de die size, en termes de current consumption et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas du tout la solution qu'on veut aborder parce que ce serait ingérable. Donc notre objectif, il est effectivement de bâtir une évidence pour la certification des réseaux de neurones. Alors quand je dis bâtir une évidence, c'est bâtir les évidences nécessaires pour dire à la fin notre réseau de neurones, il est safe. Vous avez compris qu'on est fournisseur de semi-conducteurs, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être agnostique par rapport au modèle, par rapport à l'utilisation du réseau. Quand on vend un microprocesseur avec un accélérateur hardware dedans pour faire du réseau de neurones, c'est super, le client peut l'utiliser, mais on n'a absolument aucune idée de ce que le client va en faire, quel modèle il va exécuter dessus, et ainsi de suite. Par contre, ça n'empêche pas de nous demander, Monsieur NXP, j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer, me certifier que d'un point de vue hardware, s'il y a des fautes hardware dedans, mon réseau, il va être, à la fin, ça va être safe, ASIL A, B, C, D. Voilà. Donc, on essaye de trouver, on voudrait trouver des solutions pour être agnostique vraiment du modèle, de l'implémentation du modèle ou des inputs et tout ça. C'est pour ça qu'on essaie de travailler plutôt sur de l'injection de fautes. Donc, derrière, l'idée, ce serait toujours notre objectif ultime, c'est de trouver une méthodologie de vérification et qui, à la fin, nous serve d'évidence pour certifier le modèle, le hardware. Quand je parle du modèle, excusez-moi, je n'utilise pas toujours le bon terme, le hardware, donc la cible. Voilà, je préfère être plus précis. Voilà. Derrière, bien entendu, de cette campagne-là, de tout ce qu'a commencé à faire Iban et tout ça, notre objectif, quand on fait une campagne d'injection de faute, ce n'est pas juste pour avoir des résultats, c'est pour l'utiliser pour rendre le système plus robuste ou l'élément plus robuste. C'est ce qu'on fait quand on fait une architecture safety. On fait une campagne d'injection de faute. Quand on voit qu'on a des faiblesses, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des mécanismes safety pour augmenter le diagnostic coverage. Là, l'objectif pour nous, ce serait plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut rendre plus robuste notre cible hardware sur des endroits spécifiques. Si on définit qu'il y a des endroits qui sont plus critiques que d'autres dans l'exécution sur notre cible hardware pour permettre une exécution du modèle, ce serait arriver à rendre intrinsèquement plus robustes nos architectures hardware sur des endroits bien spécifiques. Le troisième idée, c'est au niveau des contraintes modeling. Donc, en fait,
on se dit, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas peut-être soit d'un côté, il y a des slides après, mais soit d'un côté contraindre le modèle, c'est-à-dire imaginer qu'on puisse contraindre un modèle pour être plus robuste lui-même, ou potentiellement, quand on va transposer le modèle sur la cible hardware, appliquer des contraintes de synthèse, moi ce que j'appelle synthèse quand on fait du RTL vers le back-end, donc appliquer des contraintes en fait qui vont faire que le modèle sera exécuté sur la cible d'une certaine façon, avec des zones qui sont plus critiques que d'autres, à des endroits spécifiques plus robustes que d'autres. C'est peut-être très vu de l'esprit, mais en gros, c'est un peu ça l'idée derrière qu'on a. Comment est-ce qu'on peut arriver à plus optimiser l'exécution du modèle sur une cible avec des endroits qui sont plus critiques que d'autres et l'exécuter sur une zone de la cible hardware qui, elle, est plus robuste que d'autres. En gros, c'est un peu ça qui est l'idée derrière. Et donc, target-based, constraint-based en hardware architecture, donc ça, c'est ce que je viens de dire, plus ou moins, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc ça, c'était la thèse d'Iban, voilà, qu'on a fait. L'objectif, c'était vraiment ce premier objectif-là. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette méthodologie de vérification, de certification, on va dire en général. Donc vraiment une méthodologie de vérification qui aujourd'hui, il y a le côté fault injection, il y a le côté post-analyse de ces résultats de fault injection. Je reste assez convaincu qu'il faut travailler en amont avant de faire la fault injection, plutôt avec des analyses formelles du code. Alors, quand je parle du code, c'est du code RTL de notre hardware. Donc, c'est analyser notre hardware pour faire plutôt des analyses de vulnérabilité, par exemple. Être capable, et ça se fait déjà aujourd'hui, on le fait déjà dans d'autres contextes, pour d'autres éléments hardware. On fait des analyses de vulnérabilité pour savoir exactement où il est pertinent d'injecter des fautes ou pas. Parce qu'à certains endroits, effectivement, on a des zones où on sait que s'il y a une faute qui apparaît, elle sera safe, quelque part. Donc, je pense qu'à la fin, la méthodologie globale, ce ne sera pas basé que sur de la fault injection, ce sera basé sur de la pré-analyse, certainement de type formel, plus d'autres analyses derrière, et incluant aussi la fault injection là où c'est vraiment nécessaire, pour démontrer la robustesse de certaines zones du hardware. Ouais. 2 minutes. Donc ça, de toute façon, c'est juste ce que je viens de dire avant, en gros. Hein. Donc au niveau du hardware, bon, on sait qu'on a plusieurs types de cibles potentielles. Aujourd'hui, chez NXP, on travaille sur des cœurs qui sont plutôt RISC-V. Voilà. Donc, je vous laisse lire ça. Ça, c'est comment est-ce qu'on arriverait à rendre effectivement les architectures plus robustes. Basées sur ces analyses-là, on serait capable de robustifier certaines zones de notre cible hardware de façon à pouvoir justement assurer que ce qui est calculé, ce qui est exécuté à cet endroit-là est safe. Et bon, ça, c'est peut-être le potentiel futur, c'est comment est-ce qu'effectivement de là, on vient un peu plus vers ici pour impacter un peu plus les choses en amont au niveau du modèle, de façon à ce qu'on connecte les deux mondes et à fournir des choses ou des contraintes ou des choses au niveau du client pour que lui, quand il utilise notre hardware, ben, quelque part, ce qu'il va faire, ça va lui imposer des contraintes qui font que la transition entre le modèle et la cible seront faites de façon plus, on va dire, enfin, assureront à la fin qu'on soit plus safe. Voilà, et c'était tout. On va vraiment finir à 19h. On va peut-être le temps pour une ou deux questions, et moins 2, moins 1, 3, 2 questions peut-être. Et puis, de toute façon, il y a un pot après, donc c'est pas possible de poser à nouveau les questions à ce moment-là. Questions? Allez. Petit compte à régler. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. La présentation était très bien et les points étaient très intéressants. Bon, tout le monde aura deviné que je target Adrien. Par contre, j'aimerais dire que les torts sont un peu partagés entre les gens qui s'occupent de l'embarquabilité des modèles et les gens du machine learning. Et déjà, tout d'abord, c'est vrai que la popularité du machine learning vient du fait qu'on a des codes automatiques et faciles de prise en main par un nombre d'exécutants. Par contre, on ne peut pas inventer en fait des cleaning de code si vous ne nous en donnez pas le feedback. Alors moi, j'ai beaucoup d'échanges avec toi et petit à petit, et Claire aussi m'aiguille. Et je ne suis pas le stagiaire, mais je suis tout à fait en faute aussi. Par contre, si vous ne revenez pas vers nous en nous disant mais
oublier les sigmoïdes, ou oublier les dernières fonctions YOLO, etc. Non, mais en fait, vous le dites à l'oral, mais vous ne le propagez pas non plus. Tu vois, dans Airbus, j'ai jamais vu de white paper avec les bonnes pratiques des réseaux de neurones pour l'embarquabilité. Et du coup, c'est vrai que bah, si on ne le sait pas, on ne va pas forcément y penser parce que ce n'est pas dans notre communauté, mais on est tout à fait enclin à travailler avec eux. Il faut dire que si vous tatouez, ils le savent. Oui, normalement, ils le savent. Et le deuxième point, c'est que justement, oui, le monde du machine learning va très vite. Et je trouve que vous êtes un petit peu en fait, parce que pourquoi vouloir forcément utiliser le dernier YOLO qui est sorti il y a un mois avec une nouvelle fonction d'activation, alors qu'il y a d'autres modèles qui existent et qui sont plus stables, sur lesquels on a plus de recul, notamment les gens comme Catoïda, ils se ruent sur les derniers modèles, mais on a des modèles de détection d'objets qui sont plus anciens et sur lesquels on ne se benchmark pas. Donc, avant peut-être de faire les choses fancy, de nous reprocher de faire des choses trop fancy, il faudrait bien consolider les bases. Qu'en penses-tu ? Non, non, là, j'ai juste pris l'opportunité pour avoir un discours un peu plus large là, pour ceux qui ne sont pas habitués à m'entendre, mais dans le cadre de ce qu'on fait à Airbus, aujourd'hui, on essaie justement de créer cette communauté et il y a ces retours qui commencent à se faire. Alors après, peut-être qu'on ne communique pas encore assez, ça va faire. Et après, je pense qu'il faut aussi avoir le pan entre explorer quand même ces nouvelles architectures, parce que si elles apportent vraiment, ça veut dire que nous, on a du travail à faire pour les supporter le plus vite. Donc, moi, je suis toujours entre fermer trop et quand même laisser l'exploration, mais en disant attention, ça nous fera du travail derrière aussi. C'est un peu ironique et satirique. Je suis d'accord qu'il faut y a un travail de recherche, mais en fait, si vraiment il faut attendre les derniers papiers de détection d'objets pour se dire que potentiellement, c'est qu'on est trop en amont de phase. Et en fait, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire en recherche d'embarquabilité avec déjà des choses existantes et plus stables. Et petit aparté, DILIB a aussi des fonctions revues, il n'y a pas que les groupes sortent, donc on pourrait regarder l'embarquabilité. J'en suis sûr, si on arrive à l'entraîner, je suis prêt. Non, mais là, j'ai un peu forcé le trait, mais c'est aussi pour le speech, un peu pour qu'on s'en rappelle. Mais je suis moins catégorique quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, c'est aussi, je pense qu'ils en rappellent. Enfin, ça marque et il faut que ça marque parce que après, on se retrouve quand même des fois avec des choses un peu bizarres hein, quand les gens ne sont pas sensibilisés à ça. C'est quand même, des fois, il y a vraiment une incompréhension. Et après, le monde, en fait, quand je vise le monde de l'embarque. Je pense que tu dis, effectivement, t'as pas été formé, mais c'est parce que, en fait, tout le monde travaille avec le CUDA. Là, comme je dis, avec une beauté, c'est magnifique comment ça marche. Et en fait, quand tu le grattes dedans, tu te dis, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Et je suis vraiment, je trouve que c'est vraiment super. Après, pour nous, pour l'aéronautique, c'est juste pas jouable. Et même dans ce que tu disais de l'ONNX où la personne a pris le code de PyTorch de base et le resize en fait ne sert à rien dans le code. En fait, c'est que dans ta façon de penser, et je pense que tu as raison, c'est que le data scientist aura un rôle important de cleaning de code à faire avant de l'envoyer vers les gens qui s'occupent de l'embarquabilité. Et c'est vrai qu'avoir ce genre de retour, peut-être écrit sous une forme quelconque, serait vachement. Et aujourd'hui, nous, quand on exporte des réseaux, ils ont une phase où ils enlèvent. Oui, mais parce que ils ont la checklist. Des choses qu'on communique. Il faut venir sur le plateau Yann, il a mis un gaz à venir. C'est un peu comme sur du MATLAB. Tu ne peux pas tout utiliser dans MATLAB pour faire l'implémentation. Vous devez restreindre les. Effet peur sur embarquabilité. C'est une bonne pratique de l'embarquabilité dont on a indiqué dehors. C'est un objectif. S'il y en a qui sont prêts à on est intéressé à contribuer à cette discussion. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on arrête. Mais il y a l'opportunité du pôle pour les questions. Merci infiniment pour vos présentations extrêmement intéressantes. Petite conclusion de. Oui, alors petite conclusion. Un grand merci d'abord à Grégory et Claire pour l'organisation. Claire.
Et alors, merci pour les intervenants, merci pour vous d'avoir participé. Au niveau des annonces, il nous reste encore un after work, puisque on en a fait 11 sur 12, on va dire, donc il y en aura un bientôt, je n'ai pas encore la date, mais sur l'optimisation. Ce sera probablement après l'été, parce que l'actualité, et tu viens de le mentionner quelque part, hein, c'est aussi la préparation d'un ITI 2.0. Il y a des projets qui restent. On s'est rendu compte que la certification des systèmes embarqués, c'était pas complètement résolu encore. Donc, il y a encore du travail. Donc, n'hésitez pas à proposer des choses. Hein. Il y a une interaction demain, mais aussi dans tout le cours de l'année pour préparer la suite. Et surtout, vous avez encore des questions, vous souhaitez prendre un petit moment pour échanger. Dans quelques instants, il y a un pot là derrière. Donc, restez pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont loin, merci de votre participation. On clôt la séance. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.